Dans cet épisode, j'ai envie de faire une forme de retour aux sources, dans le sens où j'ai l'impression de m'être un peu perdue, notamment lors des 3 derniers épisodes. C'est des épisodes que je trouve beaucoup trop écrits. Les digressions, c'est censé être quelque chose de spontané. Et je pense qu'en essayant de vous plaire un peu plus et de donner une forme un peu plus structurée à mes épisodes, je me suis perdue. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien marcher dans la rue. Je sors de chez moi, je marche dans la rue. J'écoute mes épisodes pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça me permet de tester le son, de voir si c'est vraiment écoutable dans des conditions réelles. Par conditions réelles, j'entends le bruit des klaxons, des caisses, des gens qui parlent autour de nous, tout ça. La seconde, c'est... J'aime bien m'écouter en fait. mais, mais en vrai, ça me permet de voir si l'épisode fonctionne. C'est quelque chose de l'écouter quand je suis chez moi, quand je suis en train de monter un peu à la va-vite, parce que j'aime pas trop ça le montage, donc je fais ça très rapidement et ça s'entend un peu parfois. Et c'est autre chose de, encore une fois, de le remettre dans les conditions du réel et de pouvoir le comparer à d'autres trucs que j'ai pu écouter dans les mêmes conditions. Donc voilà, mes 3 derniers épisodes sont pas forcément ceux que je conseillerais en premier. Je pense que c'est plus intéressant de me lâcher comme ça, sans filet. C'est un épisode sans filet, j'ai rien écrit à l'avance. Je sais plus ou moins de quoi je vais vous parler parce que je vous avais promis que au cours de cet été, je vous raconterais cette histoire ratée, cette espèce d'obsession amoureuse que j'ai eue sur quelqu'un pendant 7 ans, et de vous raconter la suite de ça. Ça, je sais que je vais vous en parler. Mais au fond, cette histoire, elle est pas si fascinante que ça. Et comme d'habitude, je vais vous parler du dating et de mes échecs dans le dating. Avant ça, je vais faire une pause parce que je pense que mes pastas sont prêtes. Ouais, ce que je voulais dire avant de fondre sur mon plat de pâtes, c'est que il y a pas très longtemps, je me suis fait tirer les cartes et la personne qui m'a tiré les cartes m'a dit un truc. Je fais beaucoup trop de teasing autour de ça. En gros, la personne qui m'a tiré les cartes m'a dit que il fallait que je me reconnecte à moi-même si je voulais réussir les trucs que j'étais en train d'entreprendre là dans ma vie pro. Ce qui est drôle, c'est que je me tire les cartes à moi-même et que c'est une carte qui revient souvent, celle qui me dit qu'il faut que je me reconnecte à moi-même. Jusqu'ici, j'avais eu l'impression d'être assez fidèle à la personne que je suis depuis toujours. Et j'ai même l'impression d'avoir encore gardé un contact assez fort avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. J'avais l'impression d'être encore très connectée à cette forme de naïveté, d'innocence qui caractérise les premières années où on commence à prendre conscience des choses. Et pourtant, en faisant un peu d'introspection, je me suis rendu compte que ça faisait peut-être plus de 10 ans que je portais un masque en permanence. Plus de 10 ans. Je dirais même peut-être même plus de 20 ans. Et le fait est que je me suis fondue dans un moule qui collait plutôt bien, je pense. En tout cas, je l'imagine à la vision qu'on se fait
d'une personne efficace et performante dans le monde actuel. C'est-à-dire que je pense... C'est-à-dire que je suis quelqu'un de plutôt doux et je me suis perdue dans une espèce de jeu, d'interprétation d'une personne blasée, un peu froide, un peu dure. Et que pour faire ça, je pense que j'ai dû me couper de tout ce qui est le plus intéressant chez moi. C'est-à-dire que j'ai dû me couper de mon empathie, ma capacité à lire les autres, mon intuition, parce que c'est pas des choses qui sont valorisées dans le monde dans lequel on vit, j'ai l'impression. Par exemple, je suis quelqu'un qui croit profondément en l'amour. J'ai l'impression que il suffit de... Je crois que pour régler des situations compliquées, en tout cas des situations relationnelles compliquées, la compréhension et l'amour peuvent être d'une grande aide. Bon, peut-être que je me trompe, mais... peut-être que je me trompe. Faire cette introspection, ça m'a aussi permis de faire face à mes faiblesses. Et c'est là que je retombe sur le dating, dans le sens où je me suis rendu compte que je masquais plein de trucs derrière cette espèce de second degré permanent, cette attitude blasée, cette pseudo-dureté derrière laquelle je me suis longtemps cachée. C'est-à-dire qu'en vrai, je suis quelqu'un qui souffre d'anxiété, de phobie sociale. C'est pas une phobie sociale qui est handicapante, puisque finalement j'arrive à la masquer derrière des trucs, derrière des petits mécanismes. Mais à chaque fois que je dois aller à un événement, un truc où il y aura du monde, je me traîne. Pour sortir de chez moi, c'est toute une histoire. Il faut toujours que je trouve un truc à faire. Il faut absolument vider la litière avant ça. Il faut absolument nettoyer la douche. J'essaie de tout faire pour ne pas sortir de chez moi. Je faisais pareil avec le boulot, en fait, aussi. C'est dur pour moi de me retrouver dans un endroit où il y a du monde. Le fait d'être face au regard des autres. Parfois, je suis chez moi et je réfléchis à ce que je vais devoir porter, à ce que j'aurais envie de porter à un truc auquel je suis invitée, et je commence à avoir mal au bide. Pas parce que j'arrête pas de faire du yo-yo et que je sais pas si je rentrerai dans le truc que j'ai envie de porter, mais vraiment parce que la confrontation à l'autre, elle est très compliquée. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. C'est drôle parce que personne me voit comme ça. Enfin, il y en a qui le voient, mais la plupart des gens le voient pas. Extrêmement timide parce que tout m'impressionne en fait chez les autres. Je les trouve toujours plus beaux, plus débrouillards, plus intelligents. Et je me sens toujours comme une toute petite chose face à eux. C'est un peu comme si tout ce que j'avais pu faire de ma vie avait finalement peu d'importance face à ce que font les autres. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que eux sont fiers de ce qu'ils font et qu'ils n'ont pas comme moi toujours
l'impression qu'il faudrait absolument décrocher les étoiles, sinon rien. Mais ouais, les gens me font vachement flipper. Je suis un peu comme ces personnages de films qui s'inventent une vie dans leur tête. Quand je me vois, parce que c'est plus facile pour moi de me projeter dans ce qui va se passer à ces instants de vie sociale-là. Je suis... enfin, je suis un peu comme eux, comme ceux que j'envie. C'est facile. Je parle de manière super fluide, je raconte que des trucs intéressants. Je raconte mes histoires avec plein de... J'utilise les meilleures images, j'ai plein de réparties. J'ai pas forcément cette espèce de rictus qui se forme sur mon visage parce qu'on s'adresse à moi. Je suis sûre de ce que je dis, de tout ce que je dis, je me trompe jamais sur rien. La perfection. Et puis je me retrouve dans la réalité et je me retrouve à essayer de fuir en permanence les discussions, à me retrouver dans des postures hyper passives où j'ose pas trop prendre la parole, où je m'efface, où j'ai peur de regarder les gens dans les yeux, où je me sens de trop. Le pire, c'est que j'aime bien au final passer du temps avec les gens, puisque de toute façon, je ne vois que les gens que j'apprécie beaucoup, les gens que je supporte, les gens que je trouve extrêmement intelligents, intéressants, drôles. Sinon, ça vaut pas le coup. Du coup, je sors pas beaucoup de chez moi. Une fois que je rentre après ces soirées-là, j'ai toujours l'impression d'avoir été décevante. Et oui, je vous raconte tout ça parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un quand on est aussi timide. Je pense que ça donne des moments où tu vas en date et... Alors, dans mon cas, soit je surjoue le côté cette personne me plaît et j'ai envie de la revoir ou autre et du coup c'est too much et c'est pas vraiment moi. Soit je suis complètement froide et là ça veut dire que la personne me plaît vraiment beaucoup et je veux dire pour qu'il se passe quelque chose il faut bien envoyer quelques signaux, n'est-ce pas? Du coup ça m'aide pas du tout même. Et puis je sais pas vous mais il y a tout ce truc sur le physique. Tiens, ces derniers temps, alors là, ce soir, ça va, mais ces derniers temps, je me trouvais plutôt hideuse, en fait. Je me demande si les gens se rendent compte quand on se sent hideux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc avec... que la beauté, c'est pas seulement une question de traits bien définis, c'est aussi un truc qu'on dégage. Est-ce que quand on se sent moche, on dégage quelque chose de moche aussi? Je me posais la question. Est-ce que ça fait des années que je dégage quelque chose de moche et que du coup c'est un des facteurs pour lesquels j'attends toujours qu'on me remarque? Question. Enfin bref, c'est difficile de garder une pensée structurée quand on parle sans filet comme ça. Moi je sais que je peux m'écouter parler des heures, mais il faut que je maintienne une forme d'intérêt pour l'auditeur quand même. Voilà. Donc, raison de mon célibat. 1, je sors pas beaucoup de chez moi. 2, je suis extrêmement timide. 3, je suis pas la plus belle. Parce que bon, ça compte quand même encore beaucoup le physique. Moi, j'ai l'impression que j'intéresse des gens, mais que ces gens-là trouvent toujours plus intéressant et plus beau que moi à pécho avant. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, la plupart des gens préfèrent les gens fit, sinon au moins minces. Après, c'est vrai que fit veut pas forcément dire mince, mais dans la tête de beaucoup, fit veut dire mince. Et puis je suis pas si fit, je suis un peu sportive. Enfin bref.
Mais ouais, du coup, moi j'ai l'impression que la plupart des gens vont pas forcément choisir la personne qui leur plaît le plus, mais la personne qui impressionnera le plus leur entourage. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Je me souviens une fois, je devais avoir à peu près, je dirais 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Peut-être même 15, enfin bref, c'est pas important. J'étais une ado. Et il y avait un foyer, alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, ça s'appelle l'ASE. Il y avait un foyer de la DAS, pas très loin de là où j'habitais. Je le dis en riant, mais c'est pas drôle en fait, il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est parce que en vous parlant, je revois l'endroit et là où j'habitais. Et cette espèce de... Ce garçon-là, je l'ai rencontré au début de l'été et il y avait... C'était vraiment, enfin, ce truc à la fin du printemps où... le printemps, c'est particulier parce qu'il y a toutes les odeurs d'arbres qui bourgeonnent et tout ça, machin. Et quand l'été arrive, il y a une lumière différente qui s'installe, une chaleur qui est différente aussi. Il y a moins de vent, il fait moins frais. Il y a une forme d'un truc un peu humide que j'ai l'impression qu'on ressent un peu plus fort quand on est ado parce qu'on a tous les sens un peu en éveil. Peut-être que je fantasme aussi mon adolescence, je sais pas. Mais ça me fait un peu penser à... Vous savez, dans Sex Education, les jeunes, ils sont tout le temps en train de se balader à vélo dans des espèces de forêts un peu luxuriantes. Et pour moi, ça, c'est vraiment genre... c'est l'image la plus proche qu'on puisse avoir de ce que peut être l'éveil sexuel, en fait. Ce truc du passage du printemps à l'été. Et donc, je le rencontre à peu près à cette période-là. Il s'appelait Cédric, je crois. Cette fois, les prénoms n'ont pas été changés, mais bon, je pense que Cédric, c'est pas non plus un prénom hyper rare, quoi. Et ouais, et donc c'était un mec de la DAS. Et c'était pas l'amour fou, mais c'était un peu mignon comme truc. Il m'avait abordé dans la rue, il m'avait dit que il me voyait souvent passer. J'étais un peu étonnée parce que moi, pas du tout. Enfin, je voyais pas du tout qui il était. Et il faisait ce truc, il fumait clope sur clope. Et il crachait tout le temps, c'était dégueulasse. Il disait, les clopes ça fait cracher et tout. Pas du tout, je fume tout le temps, je suis pas tout le temps en train de cracher. Enfin bref. Il était plutôt mignon et il était un peu genre chef d'une bande. Tu sais, comme on a toutes ces espèces de dynamiques de bande quand on est ado. Et lui, c'était un peu genre... il était un peu au centre de cette bande-là. Que des petits mecs et tout. Et à l'époque, j'avais un chien et je profitais des moments où je sortais mon chien pour le voir. Et puis ouais, on se voyait tard le soir avec le chien, c'était pas super pratique et tout, j'avais pas trop le droit de sortir. Et un soir, je crois qu'il avait parlé de moi à ses copains et du coup, ils avaient envie de voir à quoi je ressemblais. Moi, j'ai toujours eu, non, enfin, j'ai des phases très fluctuantes. Parfois, je suis très masculine, parfois, je suis très féminine, parfois, je ressemble à rien, souvent, même, je ressemble à rien. Et là, j'étais dans une phase plutôt masculine, je crois. Et j'étais plutôt très baggy, sweat à capuche, tout ça. Et je me souviens que la première fois que ces mecs-là m'ont vu, ils se sont vachement moqués de lui parce que ils trouvaient que j'avais une dégaine de petit mec, en fait. D'ailleurs, ouais, c'était une période où je portais mes cheveux très courts. Effectivement, à cette époque où je passais ma vie à faire du sport, je pense que de dos, je ressemblais à un petit mec. Après, lui s'en foutait, mais je sentais que ça la foutait un peu. Non, il s'en foutait pas justement, parce que ça le dérangeait moyennement, dans le sens où si je voulais rester comme ça, c'était ok, mais c'était aussi cool que de temps en temps, quand j'aille le voir, je sois un peu plus féminine. Il m'avait demandé ça, d'être un peu plus féminine. Et je m'étais pas du tout... j'avais pas du tout répondu à ce truc. J'ai dit ok. Et puis en fait, j'avais jamais rien changé. Puis ça avait fini par prendre fin. Pas forcément à cause de ça, mais comme souvent, parce que j'avais un ex en tête et que de toute façon...
Lui était pas tout le temps dans ce foyer-là parce que ses parents, machin, tout ça, donc on pouvait pas se voir beaucoup. Enfin, tout ça pour dire que, comme ce Cédric, la plupart des gens ont envie de faire rêver leurs amis en leur présentant quelqu'un qui envoie du bois, quoi, physiquement parlant. C'est pas mon cas. En vrai, je pense que la plupart du temps, quand je fantasme mes meilleurs looks, les meilleurs looks que je pourrais avoir, je me rêve d'un truc très masculin, genre ou en bibliothécaire. Mais vous savez, genre le côté bibliothécaire ringarde, avec les lunettes à énormes montures, les grosses montures bien épaisses. On est obligé de temps en temps de les baisser un peu pour regarder par au-dessus, ce genre de truc-là. Et des gros gilets avec des grosses mailles et tout, des pantalons informes ou des jupes longues jusqu'aux genoux. J'aime bien ce genre de look. Et en fait, ouais, quand j'arrive à faire ce genre de look-là, je suis assez fière de moi. Et je sais même plus si c'est des looks que je porte ironiquement ou pas, en fait. Mais enfin, bref. Tout ça pour dire que je pense que je fais pas vraiment rêver. Mais qu'au final, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui veuille que je fasse rêver ses oncles, tantes et potos et potesses et que sais-je encore. Ça m'intéresse pas. Je pense que ce que je cherche, c'est une forme de communion d'âme. un lien fort. J'aimerais bien... Je pense que j'ai vu trop de films, en fait. Comme je disais ce soir en parlant avec un pote, certes, je suis quand même portée par ma libido et j'ai envie d'avoir une vraie relation sentimentale. Et donc, avec du sexe de temps en temps, mais en vrai, je pense que je pourrais me contenter d'une relation professionnelle forte, comme celle de Sydney et Carmi dans The Bear, où ils se tirent vers le haut l'un l'autre. ou une relation amicale forte, comme celle de Meredith Grey et de Christina Yang dans Grey's Anatomy. Ça me suffirait, en fait. Et au final, une fois que j'ai dit ça, j'ai l'impression que ce que je recherche avant tout, c'est de me sentir un peu moins seule. D'avoir l'impression d'avoir dans ma vie quelqu'un que je comprenne et qui me comprend réellement. Et ça, malgré tout ce que j'ai pu dire sur le mec au regard vide, c'est un truc que j'ai eu l'impression d'avoir avec lui pendant de très longues années. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, on s'entendait pas vraiment, mais... Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Paul Verlaine, mon rêve familier. Quand on a réussi à s'arrêter de s'agresser l'un l'autre et qu'on a pu juste passer du temps ensemble, j'ai eu l'impression que on n'avait pas besoin de communiquer tous les deux. Vraiment. Enfin, on communiquait, mais de manière un peu... Enfin, on communiquait, mais sans les mots. Et je me dis avec le recul que je me faisais sans doute des films et que lui, pendant ces moments-là, quand on était tous les deux assis à écouter de la musique sans rien dire, on était juste... J'étais juste en train d'imaginer ce qu'il était en train de me dire dans tous ses gestes et ses regards, et lui, peut-être, était en train de penser à des trucs auxquels moi, j'avais pas accès. Mais
Je croyais vraiment à ce truc, que tous les deux on partageait quelque chose de très spécial. Que c'était vraiment hors du commun. Que j'étais la première personne avec qui il vivait ça. Et il était la première personne avec qui moi je vivais ça. Je me souviens une fois, on s'était engueulé tout l'après-midi pendant un cours. C'était ridicule. Tellement ridicule que un prof nous avait fait une remarque un peu vulgose. Du genre, j'ai même pas envie de le répéter tellement c'était vulgaire, mais vous voyez le genre, non? Je l'avais ignoré lui aussi, et puis c'était con parce que pendant la pause, au lieu de partir chacun de notre côté, on s'était mis tous les deux à une table. Et je sais pas, c'était un peu comme une trêve. J'ai décidé de lui faire écouter ce que moi j'étais en train d'écouter dans mon casque. Et en fait, la table, elle était très petite. Du coup, on s'est retrouvés vraiment l'un l'autre très proches. On s'est retrouvés très proches l'un de l'autre. Et je sais pas, c'était comme si pendant le moment où il écoutait ma musique, ça nous isolait de tout le reste du groupe. On se regardait dans les yeux l'un l'autre et c'était hyper intense, tellement intense que j'ai envie que ça s'arrête vite en fait. Et d'ailleurs ça s'est arrêté vite parce que ce prof est repassé et a fait une remarque qui était censée confirmer cette espèce de truc un peu graveleux qu'il avait dit quelques minutes avant. Bon, c'était hyper malaisant évidemment. Mais ouais, notre relation, à lui et moi, était pleine de petits moments comme ça. Où on avait l'impression de partager une forme de mélancolie qu'on portait tous les deux, sans avoir vraiment à se la dévoiler complètement. C'était étrange, un peu sécurisant et flippant à la fois. Donc il s'est passé un peu plein de trucs comme ça, et puis je pense qu'à ce stade, à chaque fois que je faisais ce genre de choses, je pensais même plus à ce mec que j'avais laissé à 500 kilomètres derrière moi. Et puis je sais plus pourquoi, c'est revenu d'un coup. Je crois que celui que j'appelle encore aujourd'hui l'homme de ma vie est rentré dans une phase de dépression assez dure. Tellement dure que je recevais des messages de ma famille qui me demandaient quand est-ce que j'allais rentrer, est-ce que j'allais rentrer un peu plus fréquemment pendant les semaines à venir, sans me dire vraiment ce qu'il y avait, quoi. Mais bon, on faisait des visios et je le voyais bien avec sa barbe de 1000 jours et enroulé dans un peignoir, enfin le cliché vraiment de la dépression, quoi. Et ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Et en même temps, quelque chose en moi me disait que je pouvais pas me concentrer là-dessus. Que je pouvais pas tout laisser tomber pour m'occuper de lui. Et je sais pas si c'était bien, je pense que si un pote me racontait qu'il était en dépression et que la personne avec qui il est en couple lui prête peu d'attention, je dirais que cette personne ne vaut pas le coup et que c'est une petite merde. Et peut-être que je me suis comportée comme une petite merde, mais je pense pas que c'était à cause du mec au regard vide. Je pense que c'est parce que j'avais l'impression que ce que j'étais en train de faire, loin de lui, participait de la construction d'un avenir commun, en fait. Et que ça valait bien le coup de souffrir un peu. Peut-être que j'aurais pu lui expliquer ça, plutôt que de rien dire du tout. Il y a tellement de choses que je lui ai pas dites. Enfin, j'ai quand même commencé à me sentir un peu coupable, mais
C'est même pas mais c'est plutôt même. Euh, Plus le temps passait, plus j'avais envie de passer du temps avec cet autre-là. Cet autre à qui j'avais envie de faire des playlists à n'en plus savoir qu'en faire. J'adore faire des playlists. C'est un peu ma façon de dire aux gens que je les apprécie beaucoup, voire que je les aime. Et puis, un soir, on est allé chez lui, le mec au regard vide. Il y avait plein de monde, il y avait toujours plein de monde chez lui. On faisait toujours des teufs où on buvait jusqu'à ne plus pouvoir boire, en fait. Jusqu'à l'écœurement. Et, et je lui ai demandé si on pouvait parler. Du coup, on est descendu, on est sortis, tous les deux. Et puis on a marché un peu et ça sortait pas. Mais je sentais qu'il fallait que je lui dise, quoi. Il fallait que je lui dise qu'on pouvait plus traîner ensemble. On pouvait plus passer ces moments trop cool à faire tout ce qu'on aime trop faire dans la vie. Boire, fumer, teaser à mort et écouter du son. Je crois bien que je dis ça, je crois bien, non, j'en avais les larmes aux yeux, en fait. Il fallait que je me sépare du seul truc que je trouvais cool dans cette ville où je me sentais si isolée de tout, si loin de tout. Le seul truc qui manquerait un peu. Et en fait, c'est sorti tout seul. Je lui ai juste dit, je peux plus te voir, il faut plus qu'on se voit. Je pensais qu'il allait juste me dire ok et passer à autre chose. Parce que c'était son genre, en fait. C'était un mec qui se prenait pas du tout la tête Mais il a demandé pourquoi. Et j'ai répondu je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps envie d'être avec toi, de te parler, de te voir. Et c'est pas possible. J'ai déjà quelqu'un, en fait. Et je l'ai pas dit, mais je pense que j'ai pensé un truc du genre et je pense que tu veux même pas de moi, en fait. J'aborde toujours mes crushs comme ça, en me disant que de toute façon, cette personne ne veut pas de moi. Et je pense qu'il y a rien de moins séduisant que quelqu'un qui vous dit mais tu veux pas, mais je te dis quand même. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix-là, mais en gros c'est mais tu veux pas, mais je te dis quand même. Ouais, c'est nul. Il a dit qu'il était flatté. Et après, le reste est devenu très très flou parce que je pense que c'était en quelque sorte une suite de mots qui disaient qu'effectivement il avait pas trop envie qu'on commence un truc. Voilà, mon couple était sauvé en fait. Mais comment dire, évidemment que j'étais déçue par sa réponse. Évidemment que j'avais envie qu'il me dise que ouais, on s'en foutait de mon mec et que on allait commencer un truc génial tous les deux. Mais ça se passe jamais comme ça. En tout cas pour moi. À partir de ce moment-là, il est parti de son côté, moi du mien. Et évidemment, ça a un peu changé la dynamique de notre relation. On a été bien quelques semaines et puis ce truc est arrivé et du coup, il était mal à l'aise. Et du coup, très distant et fuyant. Et plus il était distant et plus j'avais envie d'être avec lui. Et pendant toute cette période, je suis comme obsédée par le morceau I Follow Rivers de Licky Lee. Je l'écoute tout le temps parce que tout le monde écoute The Magician Remix et quand j'écoute François Hardy aussi parce qu'il y a un truc qui me touche. J'ai l'impression de vivre ça en fait. J'ai envie de le suivre partout. Je le suis partout. Du regard ou avec mes pensées. J'ai tout le temps envie d'être avec lui. Mais bon, c'est une version un peu différente.
originale et qui n'a rien à voir avec celle sur laquelle on danse tous les week-ends. Why not always be the ocean where I unraveled? Be my only, be the water where I'm waiting. You're my river running high, run deep, run wild. You're my river running high, run deep, run wild. Oh, I follow you deep sea, baby. I follow you, I follow you, talk to honey. I follow you. Message. I'm the runner, either ever. I'm the daughter waiting for you. You're my river running high, run deep, run wild. You're my river running high, run deep, run wild. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I follow you deep sea, baby. I follow you, I follow you, talk to honey. I follow you. I follow you. Talk to honey. You're my river running high, and deep, run wild. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et vous avez peut-être, si vous avez l'oreille sensible,